Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Vision académique Simondo 2040, les universités et instituts d'enseignement supérieur public du Grand Conakry bénéficient d'un don de 1000 ordinateurs. C'est une initiative de la société Mouna Group Technologies. La cérémonie a connu la présence du Premier ministre guinéen. Et puis, les travailleurs de la société Célie-Simon ont exprimé leur mécontentement ce lundi matin. Dans les locaux de la dite entreprise, ils ont manifesté leur indignation. Ces travailleurs réclament une amélioration de leurs conditions de travail et une augmentation de leur salaire. 2 et 3 février 1996, 2 et 3 février 2025, cela fait 29 ans depuis que la minuterie de l'armée guinéenne a secoué le pays. Assimilé en coup d'état militaire, ce mouvement spontané des militaires a marqué l'histoire de la Guinée. Mais que s'est-il réellement passé pendant ces 48 heures? Devoir de mémoire à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Les universités et instituts d'enseignement supérieur public du Grand Conakry viennent de bénéficier d'un don composé de 1000 ordinateurs. L'initiative est de la société Mouna Group Technologies qui accompagne par ce geste la vision académique Simondo 2040. La remise officielle a eu lieu ce lundi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Mamadou Tanouba. La société Mouna Group Technologies fait parler son cœur. Son fondateur a donné 1000 ordinateurs portables destinés aux étudiants des universités et instituts publics de Conakry et du Grand Conakry. Ce geste de Moustapha Naïté est une façon de contribuer à la vision académique Simandou 2040 pour un enseignement supérieur adapté et innovant au bénéfice des jeunes apprenants. Le président de la République a vivement et formellement encourager l'investissement en Guinée et la création de nouveaux emplois. Et fidèle à cette directive, Mouna Group Technologies a depuis 2022 renforcé ses engagements dans cette voie. Aujourd'hui, grâce à cette dynamique, notre entreprise a grandi et est en mesure de contribuer activement au bien-être de la communauté nationale. En tant qu'entreprise citoyenne, à capitaux 100% guinéens, nous estimons qu'il est de notre devoir de redonner à la société une part de notre croissance. Le geste du fondateur est salué par le ministre Alpha Bakar Bari de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Le premier élément de compétitivité d'un pays, c'est la ressource, c'est le capital humain. C'est le capital humain. Donc ces 1000 ordinateurs pour les meilleurs de nos universités, ce n'est qu'un début. Et je pense que nous allons continuer là-dedans. Et les ordinateurs de ce type-là, Monsieur le Premier ministre, à l'inauguration de l'unité d'assemblage de Mamou, vous avez ordonné. Le Premier ministre Amadou Ouriba, qui a présidé la cérémonie de remise officielle de ces ordinateurs aux étudiants, a appelé les bénéficiaires à en faire bon usage. Merci Mouna Group Technologies. Ceci dit, ça c'est une première étape. La deuxième étape, c'est vous. Utilisez cet outil. Non pas pour passer des heures à regarder des films, mais pour visiter les plus belles bibliothèques du monde, pour accroître votre savoir et votre savoir-faire à travers ce que l'ordinateur pourra vous permettre d'avoir. Fatoumata Sankong, étudiante en licence 1, fait partie des bénéficiaires du don. Devant l'énormité du geste, elle a fondu en larmes. Là, je suis heureuse pour tout au fait, mais la raison qui m'a le plus poussée à venir jusque devant là, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai envie de dire à mon papa de regarder la télé, histoire de moi. Ce geste de Mouna Group Technologies s'inscrit dans le cadre de sa responsabilité sociétale qui est celle de contribuer à la qualification de la jeunesse guinéenne.
Dans le volet enseignement, remise de diplômes aux apprenants sortants de la promotion 2024 de l'École nationale des postes et télécommunications d'Équipé. Ils étaient 225 à recevoir leur diplôme après 3 ans de formation technique et professionnelle dans divers domaines des télécommunications. C'est le directeur général du groupe Kavi Media, par ailleurs président de l'URTELGUI, qui a parrainé la cérémonie. Aboubakar Kamara, accompagné de plusieurs de ses collaborateurs et amis, a prodigué de sages conseils à ses diplômés avant de prendre des engagements pour d'éventuels stages en leur faveur au sein des médias membres de l'URTELGUI. C'est avec une immense joie et une grande satisfaction que les 225 étudiants sortant promotion 2024 de l'École nationale des postes et télécommunications ont reçu leur diplôme de fin d'études ce dimanche 2 février 2025. Fatoumata Kaba, qui a porté la parole au nom de la promotion, fait son stage au groupe Kavi Media. Il y a aussi Salimatou Sissé, récipiendaire, qui suit également son stage au sein du même média. Responsables et encadrants de l'école ont aussi leur mot à dire. Cette école forme dans le domaine des télécommunications, des TIC et du numérique. Cette école est créée depuis 1970 et depuis cette date, cette école ne fait que mettre sur le terrain des diplômés dans ces domaines que je viens d'énoncer. Ce parcours, nous ne l'avions pas fait seul. Derrière chaque étudiant se cache une équipe de soutien. Nous devons tout d'abord remercier nos professeurs qui ont été bien plus que des enseignants pour nous. Ils ont été des mentors, des guides, des sources d'inspiration. Leur passion et leur engagement ont été des moteurs de notre curiosité et de notre soif de savoir. Vraiment, je remercie la direction de Kavi Media. Vraiment, ils m'ont accueilli et m'ont appris beaucoup de choses. Maintenant, là où je suis là, je peux conduire une émission sur la télévision. Vraiment, je remercie M. Aboubakar Kamara. Tout ce qu'il fait pour moi, M. Condé, Abdallah Kamara, M. tout le monde. À cet événement, Kavi Media et l'URTELGUI étaient à l'honneur, respectivement directeur général et président. Aboubakar Kamara, qui a parrainé la cérémonie, était accompagné de plusieurs de ses collaborateurs et amis. Entre messages de satisfaction, d'encouragement et d'interpellation à l'endroit des récipiendaires, cela a ponctué le discours du parrain de l'événement. Je suis très heureux d'être là. Je remercie l'École nationale des postes et télécommunications, mais aussi les membres de l'URTELGUI qui ont eu le temps de venir ici m'assister, m'accompagner, mais aussi les autres qui n'ont pas eu le temps. Mais le message a été véhiculé parce que l'URTELGUI a déjà commencé bien avant cette remise à prendre des stagiaires au sein de cette École nationale des postes et télécommunications. C'est le cas de Kavi qui a pris près de 15 stagiaires début d'année 2024. Donc c'est pour dire que ce talent va continuer. Les médias audiovisuels continueront justement à accompagner les efforts de cette école pour que justement nous puissions avoir des stagiaires pour leur premier pas dans le monde du travail. Ceux qui ont accompagné le parrain de l'événement ont eu l'honneur de remettre des diplômes à certains récipiendaires. Il s'agit notamment du directeur de l'information du groupe Kavi Media, Abdallah Kamara, du président directeur général de Afrique Info Média, Ibrahima Diallo, et du secrétaire général du SPPG, Sekou Jamal Pendessa. Et puis la structure Intègre Even a lancé la 11e édition de la compétition culturelle et éducative Maximum Even. Les lauréats de cette année viennent du groupe scolaire Mangué Junior qui, après 11 participations, ont réussi à rafler la première place du podium. Reportage Mamadou Tanouba. La 11e édition de Maximum Events a tenu toutes ses promesses dans la zone A où 21 écoles étaient en compétition. Une compétition culturelle et éducative repartie dans des rubriques comme Épelle-moi, la géographie, l'histoire et d'autres. C'est le groupe scolaire Mangué Junior qui a raflé le premier prix. Aujourd'hui, nous sommes très contents. C'est un sentiment de joie, de fierté, de satisfaction. En tout cas, d'allégresse au complexe scolaire Mangué Junior. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y avait une vingtaine d'écoles dans cette compétition. Et si nous sommes sortis victorieux, je parle de l'école, c'est parce que c'est l'école qui a payé. C'est pourquoi je profite de votre antenne pour remercier d'abord les encadreurs ou la structure Maximum Event Intègre Event
mais aussi féliciter nos voyants candidats qui se sont battus corps et âme pour que nous méritions ce trophée, pour que nous méritions cette première place. L'école franco-guinéenne Djandjang, qui est en sa toute première participation, est venue à la deuxième place. La joie est immense. C'est un sentiment de joie, de satisfaction. Ce n'est qu'un résultat des préparatifs. On s'est préparé conséquemment pour atteindre ce niveau-là. On s'attendait quand même à aller plus loin que son premier, mais la place de deuxième aussi, c'est pas mal. La réussite de cette 11e édition de Maximum Events est un pari pour la structure Intègre Events, organisatrice de l'événement. Son coordinateur général, Sékou Tunkara, ne compte pas s'arrêter là. Il annonce la première édition de Maxi Sport dans les jours à venir. Nous sommes en train de mettre aussi un projet en place, comme vous l'avez constaté, Maximum Sport. La première édition aura lieu en avril, Inch'Allah. C'est une compétition aussi sportive dans le cadre de faire la promotion du sport dans les écoles, en basket et en football. Rendez-vous est donc pris le 9 février prochain pour la compétition qui va se dérouler dans la zone B à Matoto où 15 établissements vont compétir. Le bras de fer entre les travailleurs et les responsables de la société Sili-Ciment se poursuit à Conakry alors que les négociations coincent depuis quelques mois entre les deux parties. Les travailleurs en colère ont battu le pavé ce lundi au sein des locaux de la dite société à Kagbeleng. Ils réclament de meilleures conditions de travail avec de bons salaires tout en évitant le surménage et le manque de reconnaissance professionnelle. Nos reporters Aïssatouba et Ousmane Kamara y étaient pour nous. Suivez le reportage. Le torchon brûle entre les 157 travailleurs menacés de licenciement et la direction générale de l'usine Sili-Ciment. Tous regroupés dans les locaux de la dite société ce lundi matin, ils expriment leur ras-le-bol. Selon le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la dite société, ils subissent une véritable exploitation pour des salaires jugés misérables. Nous ne sommes pas dans les conditions. Nous sommes mal payés ici. Il y a certains qui sont payés à 45 000, d'autres 50 000 par jour. Imaginez. Ils disent qu'ils vont licencier tout le monde, recruter d'autres personnes. Quand il n'y a pas de problème, comme la loi prévoit tout ça, si vous avez un contrat verbal, au moins c'est requalifié en droit guinéen comme contrat à durée indéterminée. Donc, nous n'allons pas sortir d'ici tant que le règlement, ce que la loi nous confère, ne soit respecté. Un système de travail H24, 7 jours sur 7, sans aucun contrat. Ces travailleurs disent être à bout de souffle, déterminés à mener la lutte. Pour un traitement digne, ils invitent les autorités à s'impliquer davantage pour de meilleures conditions de traitement de la jeunesse guinéenne. Nous sommes là, il y a cela 1 an, 6 mois. On ne travaille pas de contrat, pas de jour de repos, pas de congé. Même les fériés ne sont pas pris en compte. Donc, si vous vous absentez et vous n'êtes pas pointé, si vous êtes tombé malade, vous n'êtes pas pris en charge, même s'il y a l'accident. Dans la cour ici, vous n'êtes pas pris en charge. C'est que c'est le travail qui les concerne. À chaque fois, on se tue pour ces gens-là, mais toujours, ils ne sont pas dans les... Et puis, ils ne sont pas considérés. Ils ne considèrent pas les humains. Sur tout ça, il faut que les autorités s'impliquent. Ce n'est pas seulement l'usine là. Il y a d'autres usines qui sont... Avec les menaces, ils ne pourront pas faire ça. Malgré nos tentatives, la direction ne s'est pas prêtée à nos questions. Mais pendant que nous quittions les lieux, les négociations avaient déjà démarré entre les deux parties. Les 2 et 3 février 1996 sont des dates marquantes de l'histoire de la République de Guinée. Elles représentent la première minuterie du pays, un mouvement spontané qui avait été assimilé en coup d'état militaire après des tirs d'obus sur le palais présidentiel où résidait le général Lansana Conté, président de la République d'alors. Le lendemain seront sanglants avec les arrestations et des exécutions en cascade. 29 ans après, retour sur l'une des 48 heures les plus mouvementées en Guinée. C'est un devoir de mémoire signé Abdel Kamara. À l'aube du vendredi 2 février 1996, les premières manifestations de soldats dans le quartier de l'aéroport. Les militaires répandus dans les rues tiraient des coups de feu en l'air. Ils demandent l'augmentation de leurs soldes et la démission du ministre de la Défense, le colonel Abdourahmane Diallo.
un proche du général Lansana Conté. Une soixantaine de morts, 300 blessés et plus de 3 milliards de dollars de dégâts enregistrés selon le bilan officiel établi par les autorités du pays. Mais comment toute cette histoire a débuté? Lors des débats à la session budgétaire de l'Assemblée nationale en octobre 1995, le parlementaire Jean-Marie Doré, unique député de son parti, dénonce, je cite, « les conditions de vie déplorables des militaires dans les casernes, sans oublier l'indifférence dans laquelle ils sont abandonnés sur les fronts du Libéria et de la Sierra Leone. » Fin de citation. Les propos diffusés en direct par la télévision nationale rencontrent un large écho au camp Almami Samori Touré et au camp Alpha Yaya Diallo. De graves motifs de mécontentement dans l'armée guinéenne s'installent avec des sentiments de frustration. À la demande d'augmentation des soldes se sont ajoutées des revendications plus générales. Le 13e jour du mois sacré de Ramadan, un vendredi, près de 3000 militaires quittent le camp Alpha Yaya Diallo après un rassemblement éclair. Lourdement armés, ils investissent l'aéroport international de Bessia-Conakry, actuel aéroport Ahmed Sékou Touré, qu'ils ferment au trafic, tirant des coups de feu en l'air et terrorisant la population, puis un bataillon des blindés à la tête d'une colonne de plusieurs engins prend la direction du Palais des Nations, siège de la présidence de la République. Très vite, la revendication se transforme en tentative de coup d'État. Yaya Sow, convaincu par les mutants, fait sortir les armes lourdes pour aller capturer le chef de l'État. Au même moment, le sous-lieutenant Mohamed Lamine Diarra, parachutiste du Bata, prend la tête d'un contingent et se rend à l'aviation militaire pour amener les aviateurs à suivre leur mouvement. À partir de 11h, la RTG diffuse sur fond de musique militaire un communiqué affirmant que toutes les institutions de la République sont dissoutes et qu'un comité de salut public a pris le pouvoir. Les officiers ne peuvent plus faire marche arrière. Ils engagent alors l'artillerie lourde. Un premier tir touche le quartier Coronti et fait 8 morts. Peu après, la prière du vendredi. Il est 14h, les tirs se poursuivront. L'assaut contre le palais durera toute la nuit. Le lendemain matin, 3 février 1996, le général Lansana Conté se présente devant les mutants. Il est conduit sous escorte au camp Alpha Yaya Diallo, coup du destin. Les officiers n'ont pas réussi à s'entendre sur le nom de celui d'entre eux qui allait prendre la tête de l'État en raison de divergences à caractère ethnique. Le putsch a échoué. Le général Lansana Conté est accueilli au camp Alpha Yaya par les cris des soldats rebelles. L'argent, nous n'avons pas besoin de pouvoir. Vive le général Lansana Conté, pouvait-on entendre. Le général reprend alors le contrôle de la situation devant les soldats rassemblés et sous la protection des blindés désormais contrôlés par le colonel Ibrahima Sori Diallo, le chef d'état-major de l'armée de terre. Il les exhorte à regagner leur cantonnement et s'engage à satisfaire toutes leurs revendications. Le lendemain 4 février, il convoque un rassemblement général de tous les militaires de Conakry sous le drapeau au camp Almami Samori Touré. Plusieurs officiers seront arrêtés et jugés le lendemain et d'autres toujours portés disparus. Le coup du destin a permis au général Lansana Conté d'échapper à ce putsch qui restera gravé dans les annales de l'histoire de la République de Guinée. Fini la Ligue majeure des institutions, la grande finale de ce tournoi qui opposait des jeunes footballeurs représentants des institutions a tenu toutes ses promesses. Offrant un spectacle riche en intensité, en passion et en émotion. En série filles, c'est l'équipe de la Direction générale des impôts qui a remporté le titre. Et en série garçons, l'équipe d'Ecobank a arraché la victoire aux séances de tirs au but. Le récit avec Khadija Kaba.
Dès les premières minutes de ces finales de la Ligue majeure des institutions, l'atmosphère était électrique. Les supporters, venus en grand nombre, ont donné de la voix pour encourager leurs équipes respectives. La série féminine opposait l'équipe de la Direction générale des impôts à celle du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Sur un rythme très dense, l'équipe de la DGI s'est imposée sur le score de 2-1, remportant ainsi le titre. Aïbobo Sané est l'attaquante de l'équipe victorieuse. Je suis très fière de nous. En fait, depuis le début, on s'était fixé l'objectif. L'objectif, c'était quoi? C'était de gagner la finale et déjà l'objectif est atteint. Donc je dirais que je suis fière de nous. Je suis très contente de mes coéquipières, de mes coachs. Je suis contente vraiment. Si la finale féminine a été palpitante, la finale masculine a offert un spectacle encore plus riche en suspense. L'affiche opposait le ministère de la Jeunesse et des Sports à l'équipe d'Ecobank. Les deux formations sont restées sur un score nul et vierge pendant le temps réglementaire. Et ce n'est qu'aux épreuves fatidiques des tirs au but que l'équipe d'Ecobank a su faire preuve de sang-froid et de précision pour arracher la victoire sous les acclamations des supporters. Michel Collier de l'équipe d'Ecobank exprime sa satisfaction. Je les ai promis de gagner et voilà notre coupe. Je n'ai pas gagné seul, j'ai gagné avec mon équipe. Et je remercie Ecobank de nous avoir présenté. Malgré une première édition pleine de difficultés, la directrice du projet, Sigui Mansari, s'est montrée optimiste et tournée vers l'avenir. Elle a annoncé avec enthousiasme l'organisation de la prochaine édition en offrant toujours plus de spectacles. Donc déjà, c'est le fait d'avoir mené à bien ce projet, sachant que ce n'est pas facile de mener à bien un projet en Guinée, et surtout un projet de cette ampleur, parce qu'on a été quand même ambitieux d'investir et de mobiliser une dizaine d'institutions, donc 10 institutions au total, près de 300 jeunes joueurs, voilà, beaucoup d'équipes à gérer, beaucoup d'institutions à démarcher, et on l'a fait quand même, on allait jusqu'au bout, et quand on voit le résultat, on voit les enfants hyper heureux de participer à un tournoi de foot, hyper heureux aussi d'avoir pu visiter des locaux. On a fait énormément de visites tout au long du tournoi et c'est déjà beaucoup parce que c'est vraiment ce qu'on veut ce qu'on prône et ce qu'on veut les encourager à faire, c'est d'allier le sport et les études et de leur dire de rien lâcher. La perspective, c'est que nous, on n'a pas fait une édition pour s'arrêter là et juste faire un projet et s'arrêter là. La Fondation guinéenne pour l'humanitaire a de grandes ambitions, a des projets encore en stock et avec la Ligue majeure des institutions, on compte aller sur plusieurs éditions. Avec cette promesse, les regards se tournent déjà vers l'avenir et les équipes auront à cœur de préparer la prochaine édition pour tenter de graver leur nom dans cette prestigieuse compétition. La Ligue 1 guinéenne de football poursuit son rythme avec une 4e journée pleine de suspense. Des victoires, des matchs nuls et des surprises ont marqué ce week-end sportif. Chaque équipe semble déterminée à afficher ses ambitions dans cette saison. Les principaux résultats avec Germaine Mansari. La 4e journée de la Ligue guinéenne de football s'est clôturée avec des rencontres riches en rebondissements ce week-end. Au stade Petit Sori de Nongor, le Hafia FC a fait sensation en dominant l'AS Kaloum sur un score de 2-0. Une performance solide qui confirme les ambitions du Hafia cette saison. Du côté de Boké, le Wakria AC a été contraint au partage des points avec le club industriel de Kamsar, 1-1. Une égalité qui reflète l'intensité d'un derby toujours très disputé. Dans les autres rencontres, le Horea AC a été tenu en échec par l'AS Mineur de Sangaredi sur le score d'1-1. Pendant ce temps, Sor Academy et le Milo FC ont offert un match spectaculaire, clôturé par un match nul de 2-2, témoignant l'équilibre entre les deux formations. D'autres résultats comme la victoire du RCCC Kamsar face à Luba FC ou le match nul entre Guinée Foot Elite et Fellow Star de l'Abbé démontrent l'intensité et la compétitivité de cette saison. La course au titre reste ouverte et promet encore bien des surprises dans les prochaines journées. L'Ashanti Golden Boy de Sigiri domine le classement avec 10 points, suivi de près par le Hafia FC 2e avec 9 points. Le RCC de Kamsar complète le podium, tandis que le Horea AC, le club industriel de Kamsar, la Flamme Olympique et l'AS Mineur de Sangaredi se partagent le même nombre de points. En bas du tableau, Sor Academy et l'AS Kaloum occupent les places relégables.
Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée. Au revoir.